Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. 19h28 sur Sud Radio, les voix de l'emploi en ce mardi soir. Bonsoir, bienvenue. Je vous présente ceux qui vont m'accompagner jusqu'à 20h. Dans un instant, Luc-Éric Krief qui sera avec nous, entrepreneur, porte-parole du syndicat Plast-Alliance. Et puis, j'aimerais accueillir et qu'on accueille tous Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de conseil Spart'RH. Bonsoir. Bonjour. Emmanuel Lafont. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Comment Philippe. Ça va Emmanuel? Tout va bien? La patate, C'est dans bien. le sud, mais la patate. Ah oui, alors vous êtes où dans le sud exactement? Oh là, sud de la France, dans un endroit, sud de un l'Europe. petit paradis. Ouais, non, Saint-Cyprien-Plage, entre Collioure et le Canet, c'est juste... Vous avez bien de la chance. Quelle température aujourd'hui? 22 à la météo, mais ressenti 24-25. Ben voilà, très bien. Luc-Éric Krief, bonsoir Luc-Éric Krief. Bonsoir Philippe, bonsoir Emmanuel. À vous, entrepreneur, porte-parole du syndicat Plast-Alliance. Dans quelques minutes, nous reviendrons tous ensemble sur cette bonne nouvelle concernant l'emploi. Depuis plusieurs semaines, les embauches battent des records en France. Les embauches durables sont également en hausse. Et puis, le taux de chômage tend vers son plus bas niveau depuis 2008. Est-ce que cette belle embellie va durer? On demandera l'avis de nos invités, Emmanuel Lafont, Luc-Éric Krief. Mais dans l'immédiat, attardons-nous sur l'étude Ipsos pour le projet Voltaire. Que dit cette étude? Eh bien, qu'il y a trop de fautes de français au travail. Oui, 76% des employeurs disent être confrontés à des lacunes en français au sein de leur propre équipe. Alors, c'est à l'écrit, mais également à l'oral. Bonsoir Mélanie Viennot. Mélanie Viennot, vous êtes là? Oui, tout à fait. Bonsoir Mélanie Viennot, vous êtes la présidente du projet Voltaire. Je vous présente Emmanuel Lafont, Luc-Éric Krief. Revenons avec vous sur ce chiffre, donc 76% des employeurs qui estiment que leurs salariés font des fautes d'orthographe, qu'ils maîtrisent mal la langue de Molière aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est beaucoup, non Mélanie Viennot? 76%. Alors, oui, c'est beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui nous disent dans cette étude qu'ils constatent que la qualité de l'expression de leurs salariés, alors que ce soit à l'écrit ou à l'oral, comme vous le disiez, donc des fautes d'orthographe ou une expression mal maîtrisée, est préjudiciable pour eux, donc ils y sont très attentifs. Tiens, Luc-Éric Krief et Emmanuel Lafont, vous êtes confrontés, vous retrouvez dans ce chiffre 76% des employeurs, Emmanuel Lafont? Oui, tout à fait. On a un vrai problème aujourd'hui, que ce soit au niveau du recrutement ou même en termes de communication. Quand vous avez une faute par slide, par exemple sur une présentation PowerPoint, c'est juste une catastrophe en termes de qualité de message. C'est-à-dire que ça peut parasiter, voire avoir carrément des contresens dans les emails qui se sont tapés, et ça devient vraiment compliqué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Emmanuel Lafont? Vous corrigez vous-même les fautes, par exemple? Dans ce cas-là, vous perdez votre temps. Ou alors, vous leur dites de refaire? Comment ça se passe? Bon, alors, je suis pas exempt. Moi aussi, j'en fais des fautes d'orthographe, mais des contresens, par contre, il faut faire vraiment attention. On essaye de le dire gentiment parce qu'en plus, ça peut les vexer. Il faut pas oublier que l'orthographe, c'est deux personnes, l'orthographe. C'est celui qui apprend et puis il y a aussi l'instituteur ou le prof en face. Et là, je crois qu'on peut encore dire bravo à l'éducation nationale qui s'est magnifiquement plantée sur ce sujet. Alors, on va y revenir et on posera la question à Mélanie Viennot. Luc-Éric Krief, vous aussi, j'imagine que vous retrouvez dans ce chiffre, c'est 76% des employeurs qui sont confrontés à des fautes d'orthographe de la part de leurs salariés? Je vais reprendre un petit peu celui d'Emmanuel. Je crois qu'on est tous confrontés. La langue française, malheureusement, se perd. L'orthographe disparaît dans des SMS qui ne veulent plus rien dire, que j'ai même parfois du mal à comprendre tellement les abréviations sont incompréhensibles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un niveau globalement grammatical, d'orthographe, de connaissance même de vocabulaire qui s'est amenué au fur et à mesure du temps. Et on est confronté, malheureusement, à des difficultés de compréhension. Parce que des fois, il y a des mots qu'on exprime et qui ne sont même pas compris. On a des salariés qui nous regardent avec des grands yeux écarquillés en disant mais que veut-il me dire? Alors aussi bien la jeune génération que alors les seniors peut-être pas, mais vous ciblez plus les 25-35 ans par exemple, Luc-Éric Krief? Alors, je vais pas cibler, je dirais globalement, c'est la culture du SMS avec des mots qui sont raccourcis. Voilà, je pense que le SMS a tué la langue de Molière et que globalement aujourd'hui on est confronté à des non-sens, à des erreurs grammaticales qui sont élémentaires, qui me paraissent du cours primaire, voire peut-être éventuellement du secondaire. Mais quand je lis des fois des textes ou des rédactions ou des rapports qui sont rédigés, qui me sont remis, je me dis mais est-ce que les gens ils ont encore la culture de l'orthographe? Oui, mais Mélanie Viennot, vous confirmez, le SMS par exemple a tué le français?
Alors, nous, on ne pose pas ce constat-là, en fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un rédige une lettre de motivation, quand il fait un SMS, il sait parfaitement qu'il n'est pas tout à fait dans le même exercice et que les codes à utiliser sont différents. Donc, nous, au projet Voltaire, surtout, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il est possible de s'améliorer, quel que soit son âge et quel que soit son niveau de départ. Et ça, assez facilement et assez rapidement. Nous, on utilise des moyens modernes. Très clairement, les gens, ils sont sur un smartphone et ils s'entraînent 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois. Ça dépend aussi du niveau auquel du niveau qu'ils souhaitent atteindre. Bien mais sûr. Il n'y a pas de fatalité, surtout. Et clairement, au-delà des évolutions que vous évoquez, nous, surtout, ce qu'on constate, c'est que les employeurs, ils sont de plus en plus attentifs, aussi parce qu'en fait, on a changé notre manière de travailler. Depuis la crise sanitaire, particulièrement, on a des échanges qui sont de plus en plus à distance, avec des moments informels de communication qui sont plus rares, et donc il faut pouvoir être plus concis, plus précis dans sa communication, et ça, c'est une vraie différence par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Mais qu'est-ce qui explique, Mélanie Viennot, quand même, que les salariés maîtrisent moins le français ? Alors ça, c'est un constat en fait que nous ne pouvons pas dresser parce que la langue elle évolue. Donc nous on fait évoluer nos outils avec la langue. Donc on n'a pas cet étalonnage là qui nous permet de faire ce constat là en tout cas. Par contre, surtout nous, ce qui nous intéresse par le projet Voltaire, c'est de faire travailler les gens et de faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils reprennent confiance en eux, parce que ça aussi c'est important. Alors par exemple, qu'est-ce que vous proposez, Mélanie Viennot ? Alors, le projet Voltaire, c'est un outil de remise à niveau en ligne. Donc, c'est ce que je disais. En fait, c'est des exercices assez ludiques qui sont très ciblés sur les difficultés des gens. C'est le principe de notre moteur d'ancrage mémoriel et qui permet vraiment de s'adapter aux difficultés de chacun et de permettre, sans que ce soit stigmatisant, sans que ce soit douloureux, de se remettre à niveau sur ce que vous évoquiez, des règles d'orthographe, des règles de grammaire, des fautes qu'on commet couramment, du vocabulaire, mais tout simplement de pouvoir s'exprimer plus librement et plus facilement. Très important, alors Luc-Éric Rief et Emmanuel Lafont, puisque toujours selon cette étude, près de 80% des employeurs écartent par exemple une candidature s'il y a trop de fautes dans le CV ou dans la lettre de motivation. Ils rechignent par exemple à accorder une promotion si la personne peine à s'exprimer. Donc vous voyez que ce que propose le projet Voltaire, c'est plus qu'utile, Luc-Éric Rief. Oui, enfin, moi, je voudrais un petit peu tempérer, si vous voulez, effectivement, le fait qu'on rejette ou pas des candidatures. Ça va dépendre du poste. Il est évident que si on demande à quelqu'un de devoir s'exprimer par mail, d'être en contact régulier avec la clientèle ou d'avoir effectivement des nécessités d'utiliser la langue française à la fois pour s'exprimer et pour rédiger, on va être très attentif à l'orthographe. Par contre, si c'est quelqu'un qui travaille, si vous voulez, sur la chaîne ou qui travaille en usine, etc., qui utilise peu de contact avec la clientèle, voilà, on va chercher plutôt la compétence professionnelle plus que la compétence orthographique. Emmanuel Lafont. Je suis d'accord avec Luc. Maintenant, il y a derrière c'est l'étude d'orthographe, on a aussi un laxisme, c'est un manque d'exigence vis-à-vis du travail bien fait. Au regard de beaucoup de candidats, certains disent bon bah c'est bon, je te l'ai écrit, voilà, tu te débrouilles avec ce que je t'ai écrit et puis tu gères comme on dit. Sauf que tu gères comme on dit, déjà c'est pas français et deux tu me l'as écrit, mais si tu t'étais relu, peut-être que tu aurais vu des incohérences ou peut-être que tu aurais pris de la hauteur par rapport à ta réflexion et tu aurais pu soit l'approfondir, soit la préciser. Tout à l'heure, Mélanie Viennot a dit quelque chose de très précis. Elle a dit qu'on avait un besoin de concision et de précision. Donc, on a besoin de se relire. Et quand on se relit, comme par hasard, on trouve beaucoup de fautes d'orthographe. Et aujourd'hui, je le vois dans nos recrutements, on a aussi des gens qui vont vous dire oui par devant, et puis après, ils vont arrêter. Pourquoi ? Parce que on demande de l'exigence, on va demander de la rigueur, on va demander du travail. Et ça, quelque part, j'ai l'impression que les nouvelles générations le découvrent comme une contrainte et pas comme une opportunité de s'améliorer et de réaliser ses rêves. Et les rêves dans le boulot, c'est ça qui nous fait avancer. Oui. Je crois que c'est vous, Emmanuel Lafont, qui remettiez en cause ou qui pointez une responsabilité de l'éducation nationale. Ouais, tout à fait. Oui, là par contre, oui, je suis papa de grands gaillards, l'un de 13, l'autre de 18.
Je vous confirme que niveau orthographe, l'éducation nationale n'a pas vraiment assuré. Je veux dire, c'est pas correct. Voilà, moi ça me va pas. Et pas le culte, mais la culture de l'effort aujourd'hui, elle y est pas. Et donc, ça tombe un peu tout cuit. On a une culture numérique qui est là, qui est un outil, mais ça n'exonère pas. Je suis désolé de maîtriser sa langue natale et ça n'exonère pas d'avoir l'amour du travail bien fait. Tout ça. Mais alors, vous remettez en cause quoi, les méthodes, par exemple, ou peut-être les professeurs qui s'investissent un peu moins? Les profs, on leur demande de plus en plus de choses et l'éducation nationale, on le voit bien. De toute façon, aujourd'hui, l'éducation nationale, on aimerait qu'elle pallie les lacunes de la société, mais elle peut pas tout faire. Et déjà, si on lui demandait de se resserrer et de se concentrer sur l'essentiel, à savoir former des têtes bien faites, je crois déjà qu'on aurait gagné quelque chose de plutôt pas mal et on tomberait pas sur des aberrations comme 76% des employeurs qui se plaignent du niveau d'orthographe. Alors Mélanie Viennot, c'est vrai que les salariés écrivent plus qu'avant. On envoie des SMS aujourd'hui, on envoie énormément de mails. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. On pouvait moins se rendre compte des lacunes des salariés, à l'écrit en tout cas. Mais c'est sûr que là aussi, depuis la crise, on le vit tous. Là où à un moment donné, on passait la tête par la porte du bureau d'un collègue pour lui dire quelque chose, aujourd'hui, on va plus avoir tendance à lui écrire. Donc forcément, ceux qui sont en difficulté, ça se voit un petit peu plus aujourd'hui. Et puis, tout simplement, il y a le niveau d'exigence qui est beaucoup plus présent. Et ça c'est important, c'est une bonne chose. Mais nous, on va vraiment aider les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, à reprendre confiance en eux sur cette partie-là, ou tout simplement à s'améliorer parce que on a tous des progrès à faire. On le disait tout à l'heure, tout le monde fait plus ou moins des fautes, plus ou moins, mais tout le monde en fait. Et puis, sur notre capacité à argumenter efficacement, à être convaincant, on a tous des progrès à faire. Donc, je pense que là-dessus, il faut surtout être attentif à ne pas être stigmatisant et permettre. Vous parliez de rêver. Oui, effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est de faire progresser les gens et leur permettre de décrocher le job de leur rêve. Et ça, c'est pas mal quand même. Mélanie Viennot, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on nous demande, alors surtout dans les grandes entreprises, évidemment, de maîtriser parfaitement l'anglais, par exemple. Est-ce qu'on ne s'investit pas plus, en tout cas certains, dans cette langue étrangère en délaissant notre langue maternelle ? Alors là, ce que l'étude nous montre, c'est que pour les employeurs qui ont été interrogés, ils étaient quand même 2500, ils sont 80% à écarter des candidatures ou des candidats qui ne maîtrisent pas l'expression ou l'orthographe, alors que finalement, l'anglais ne compte que 30% pour eux. Ils ne sont que 30% de candidats à être écartés pour leur niveau d'anglais. Aujourd'hui, quand même, la plupart des postes en France sont exercés essentiellement en français. Donc, l'anglais est une langue étrangère. C'est pas le siège de notre pensée. Donc, c'est quand même important dans les échanges au quotidien de pouvoir être efficace. Cette efficacité professionnelle, elle passe essentiellement par la maîtrise de l'expression et de l'orthographe avant celle de l'anglais. Alors, Luc-Éric Krief, le projet Voltaire propose des aides, évidemment, et Mélanie Viennot nous l'a bien expliqué. Selon vous, Luc-Éric Krief, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'en France, les salariés maîtrisent un petit peu mieux leur écrit, leur oral? Emmanuel Lafont expliquait qu'il fallait changer la façon de faire, les façons de faire dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est votre avis aussi, Luc-Éric Krief ? Alors, avant de vous répondre, Philippe, juste une petite chose vis-à-vis de Mélanie. La petite question que je me pose, est-ce qu'on a mesuré le taux de dyslexie, dysorthographie chez les personnes? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de dyslexie qui est avérée ou de dysorthographie qui se mettent au jour, et d'où les difficultés qui peuvent être à ce moment-là énoncées dans un mail ou dans la rédaction d'un rapport. Donc, j'aurais bien aimé avoir une petite vision là-dessus. Maintenant, pour vous répondre, je crois qu'effectivement, il faut que on donne plus la possibilité ou qu'on exige beaucoup plus aux enfants la lecture. Ça remonte dès le plus jeune âge. Il faut que les jeunes ils prennent l'habitude de lire plutôt que d'aller sur des jeux vidéo. On a oublié les livres. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants. On a oublié de lire. Et je pense qu'il faudrait vraiment que l'éducation nationale insiste beaucoup plus sur l'obligation de lire. Il faut qu'on redonne le goût de la lecture parce que quand on lit un livre, forcément, on apprend de nouveaux mots, on regarde des conjugaisons, on n'a plus besoin d'avoir un Becherel à côté de soi. Voilà, donc moi je pense qu'il faut que dès le départ, le b.a.-ba, c'est donner le goût de la lecture. Mélanie Viennot, juste pour répondre à Luc-Éric Krief sur le taux de dyslexie, est-ce que ça a été mesuré, ça ou pas ?
Alors en fait aujourd'hui, il y a pas forcément de plus en plus de dyslexiques. En tout cas, on sait mieux identifier les personnes qui sont dyslexiques. Il y a autant de dyslexiques que de dyslexiques, donc là aussi il y a des degrés très divers. Donc finalement, ce taux-là n'a pas particulièrement de sens. Après, c'est sûr que pour eux, c'est une difficulté vis-à-vis de l'orthographe, c'est certain. Au projet Voltaire, nous on met en place un certain nombre de choses qui soulagent l'inconfort de lecture lié à la dyslexie pour les aider à progresser. Là aussi, c'est vraiment important de faire passer ce message-là que c'est pas stigmatisant, qu'on peut tous progresser, quel que soit son niveau de départ, parce que personne n'est à l'excellence en plus, et quel que soit son âge. Il y a pas de fatalité, et même en général sur l'orthographe, ce qu'on constate, c'est que plus on vieillit, et meilleur on est. Ouais. Merci à vous Mélanie Viennot, présidente du projet Voltaire. Merci à vous Emmanuel Maffon, Luc-Éric Krief, évidemment, vous restez avec nous. Les embauches qui battent des records en France et le taux de chômage qui tend vers son plus bas niveau depuis 2008. Est-ce que cette belle embellie va, est-ce qu'elle peut durer? On en débat dans quelques minutes, avec vous d'ailleurs. Venez nous donner votre avis, venez réagir au 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Vous écoutez les vraies voix qui font bouger la France, les voix de l'emploi ce soir. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Vous écoutez les voix de l'emploi ce soir. Si vous êtes bien sur Sud Radio, bienvenue à vous, 19h45. Ce soir, les voix de l'emploi, c'est avec Luc-Éric Krief, entrepreneur, porte-parole du syndicat Plast Alliance. Emmanuel Lafont qui est avec nous, fondateur du cabinet de recrutement Sparte RH. Alors qu'il y a encore quelques mois, et à cause de la crise sanitaire évidemment, certains nous promettaient une casse sociale. Rappelez-vous, des faillites en cascade, un chômage qui explose. Eh bien, il n'en est rien. Au contraire, depuis plusieurs semaines, les embauches battent des records en France. Les embauches durables sont apparemment également en hausse. Par ailleurs, le taux de chômage tend vers son plus bas niveau depuis 2008. Est-ce que selon vous, cette embellie va durer? 0826 300 300. Tiens, on attend vos réactions. Luc-Éric Krief, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. On nous avait promis une année noire. Ça a l'air d'être tout l'inverse. Alors moi, attention aux chiffres quand même, attention aux chiffres. Non, mais je vais quand même être très direct. Moi, je pense qu'on applique en France, encore une fois, la méthode Coué. C'est une méthode qui a l'air de bien fonctionner. Quand on en dit que ça va bien, on va donner plein de chiffres pour dire que tout va bien. On va mettre du beau ruban, du beau papier bien brillant pour dire voilà, ça va bien. C'est quoi en fait l'effet? On a des produits matières premières qui explosent. On a une forte inflation au niveau des matières premières qui forcément revalorise la croissance parce qu'il faut bien mesurer que dans la croissance aujourd'hui telle qu'elle est mesurée en France, on la mesure par rapport aux taxes perçues par l'État. Donc, si les produits augmentent en valeur absolue hors taxe, forcément la TVA qui est récoltée par l'État augmente en valeur absolue. Et on nous dit la croissance elle est importante parce que le niveau de TVA augmente. Mais c'est faux. Faux. Ce sont des chiffres qui sont globalement mal interprétés. Premier aspect. Deuxième aspect, on nous dit que le chômage il diminue et on mesure que les catégories A. Il y a combien de personnes qui étaient au chômage en catégorie A qui sont sorties pour passer dans les autres catégories non indemnisées? On n'en parle pas, on masque les chiffres et on nous donne des chiffres qui sont très éloignés de la réalité. Maintenant, alors c'est vrai que la reprise, après la crise du Covid, elle est là. On voit bien les entreprises ont envie d'embaucher, il y a 500 000 emplois qui sont non pourvus actuellement en France, on a beaucoup de difficultés. Deux raisons, soit les gens ne sont pas suffisamment formés parce qu'on a besoin de gens de plus en plus pointus, soit parce que les gens n'ont pas envie de travailler. Voilà. Donc globalement, c'est vrai qu'il y a une reprise et elle s'affiche, on ne peut pas nier le contraire, mais attention, les chiffres aujourd'hui tels qu'on nous les assène, tels qu'on nous les montre, ils sont mal interprétables par le gouvernement et comme par hasard le gouvernement prend des décisions qui vont à l'encontre même de la revitalisation de l'emploi. Je donne la parole dans quelques instants, Emmanuel Lafont, juste sur ce que vous avez dit, soit certains Français ne sont pas assez formés, soit ils n'ont pas envie de travailler. Quelle est votre intime conviction, vous, Luc-Éric Krief? Je pense qu'on souffre d'abord d'un problème de formation, très clairement. L'éducation nationale, et on reprend un petit peu ce que disait tout à l'heure Emmanuel, l'éducation aujourd'hui ne forme plus des jeunes pour pouvoir travailler. On forme des gens qui ont une culture générale probablement, mais qui ne sont plus du tout et en adéquation par rapport aux attentes du marché et compétents pour être immédiatement opérationnels. Donc je pense qu'on a un véritable problème de formation de base en France et malheureusement les jeunes qui sortent sur le marché du travail, qui viennent sur le marché du travail, ne sont pas complètement opérationnels, ce qui oblige les employeurs à les former et avoir pendant 6 mois, 1 an, une période où le jeune qui est embauché est considéré comme un investissement. Donc c'est quoi? C'est la faute aux grandes écoles, par exemple, je pense aux écoles tout court qui privilégient, par exemple, la théorie à la formation?
écoutez, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi-même, je suis issu de grandes écoles. Globalement, je pense que les écoles sont beaucoup de généralistes et qu'une fois qu'on est rentré dans le cursus, si le jeune n'a pas envie de se former, il est sûr et certain de sortir de l'école diplômée. Il faut qu'à un moment donné, on remette le clocher au milieu du village et il faut que les jeunes, quand ils choisissent une spécialisation, soient réellement formés dans cette spécialité. On a beaucoup trop d'écoles qui aujourd'hui donnent un enseignement général, alors que les entreprises ont besoin d'avoir des jeunes avec un enseignement pointu, parce qu'on a besoin de compétences pointues aujourd'hui si on veut être compétitif. Et je pense que l'éducation nationale a fait une erreur en ne mettant pas suffisamment l'accent sur un certain nombre de spécialisations. Emmanuel Lafont, il y a eu beaucoup de temps de parole, Luc-Éric Krief. Et on commence à compter les temps de parole à 6 mois de la présidentielle. Non, sérieusement, Emmanuel Lafont, sur tout ce qui a été dit, on va revenir sur le problème de la formation déjà. Vous êtes d'accord avec Luc-Éric Krief? Attention aux chiffres, attention à cette embellie qui apparemment n'en est pas une. Ouais, pour compléter, alors je suis d'accord sur tout ce qu'a dit Luc. Eric, il y a un truc qui vient en plus, c'est que les entreprises, on sort du Covid. Pendant un an, il y a eu des mouvements qui se sont passés dans les entreprises. On a eu des contractions personnelles parce qu'on a anticipé les difficultés liées au Covid. Maintenant, les entreprises ont de la trésor pour celles qui n'ont pas claqué le PGE, donc le prêt garanti par l'État. Elles ont de la trésor, il va falloir repartir. Donc effectivement, elles ont tendance à être dans une politique agressive en termes de recrutement. C'est ça aussi qui crée une embellie. Maintenant, est-ce que cette embellie va durer? Je ne sais pas, parce que là, on a une trésorerie, c'est un trésor de guerre. Est-ce qu'on va le claquer sur des recrutements? Et puis derrière, il n'y a pas de demande, parce que quand même, on a une inflation, c'est ce qu'a dit Eric. Donc, on ne sait pas si la situation économique va se transformer en une embellie ou pas. Ça, on verra. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Eric, sur le principe de la sur le calcul de l'État qui dit tout va bien, on encaisse plus de taxes. Ils sont mignons. Mais voilà, c'est pas ça. Deuxièmement, oui, je pense qu'aujourd'hui, les écoles, alors, on a quand même des professionnels qui sortent des écoles, mais il faut vraiment que l'on transforme le collaborateur en porteur de projet à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles, on n'explique pas assez aux étudiants ou aux élèves comment se positionner vis-à-vis d'un employeur, comment appréhender sa carrière, comment piloter sa carrière. Et finalement, si on ne vous apprend pas à le faire, entre guillemets, vous le découvrez à force de portes que vous vous prenez. Et il faut transformer les étudiants qui sortent d'école en porteurs de projets. Et ça, c'est hyper important. Et c'est même la base de ce qu'on dit sur tout ce qui est marque employeur, marketing salarial. C'est faire rêver les gens et c'est surtout les accompagner sur leurs projets professionnels. Et ça, aujourd'hui, je suis désolé, l'éducation ne le fait pas. Et il faut les transformer. Il faut que les gens aient envie si on ne leur donne pas envie, ça va pas avancer. Et on va avoir, comme disait Luc-Éric, des gens qui vont pas avoir envie de bosser, tout simplement parce qu'ils vont pas appréhender le fait de réussir et tout le bonheur que ça peut donner. C'est ce que moi je fais vivre à mes collaborateurs, et c'est quelque chose qui est absolument génial. Il y a rien de plus beau que la réussite quand elle est partagée. Ça s'appelle l'expérience. Souvent, c'est ce qu'on vous dit à l'école. Ici, tu apprends, et puis l'expérience, on t'apprendra sur le terrain dans les entreprises. Sauf que Luc-Éric, on voit bien que finalement, maintenant, ça ne se passe plus comme ça. On demande que l'expérience soit acquise déjà dès l'école. Alors, c'est pas qu'on demande que l'expérience, on demande à ceux qu'effectivement, le jeune, quand il cherche un emploi, ou en tout cas celui qui sort de l'école, quand il recherche un emploi, bien souvent, il a une cible et il veut travailler dans un type de société, sur un type d'emploi. Il faut vraiment que cette spécialisation corresponde à l'emploi auquel il ambitionne de pouvoir répondre positivement, vous voyez. Donc, à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut peut-être qu'on spécialise un peu plus les jeunes en fonction de leurs aspirations. Voilà. Donc ça me paraît important. Maintenant, si vous me permettez, Philippe, je voudrais juste donner un petit point quand même. On a quand même un gouvernement aujourd'hui qui est quand même très fautif au niveau de l'emploi. Je vais donner un exemple. On a par exemple dans la plasturgie un certain nombre de décrets qui sont mis en place, qui sont nationaux, avec des décisions qui sont unilatérales, que la France applique uniquement au niveau du territoire national et qui ne sont pas valides au niveau européen. Donc on crée une distorsion concurrentielle entre nos compétiteurs au niveau de l'Europe qui n'ont pas les mêmes normes qu'en France. Si vous me permettez, je vais donner un exemple très concret. On va avoir à partir du 1er janvier 2022 l'interdiction des emballages dans les fruits et légumes. Ouais. D'accord ?
on est les seuls au niveau de l'Europe, à le prôner, à le mettre en avant. Ça va forcément avoir un impact au niveau de l'emploi dans des entreprises d'emballage qui aujourd'hui embauchent plus de 30 000 personnes. Donc il va y avoir un impact bien évidemment là-dessus. Un impact écologique avec des denrées qui vont être plus rapidement périssables et bien évidemment un impact au niveau sanitaire parce que le film plastique protégé. Après on va sortir l'écologie. Oui, mais je pense que si effectivement on avait une vision européenne comme on le prône puisqu'on fustige la Pologne sur son droit souverain. Si la France faisait ce qu'elle disait au niveau de l'Europe et qu'elle appliquait au niveau français, je pense qu'on serait beaucoup plus dynamique au niveau de l'emploi, on serait beaucoup plus pertinent au niveau écologique et on serait beaucoup plus audible au niveau mondial. Ouais. Emmanuel Lafont, alors c'est vrai que votre exemple est très parlant, effectivement. Qu'est-ce que c'est juste, Luc-Éric Krief c'est de la bêtise, on ne réfléchit pas assez C'est de la politique. Non, c'est de la politique de basse besogne, où on affiche un comportement en disant regardez, nous sommes écolos, parce qu'aujourd'hui l'écologie, tout le monde au niveau des politiques se raccroche à ça, en disant regardez, nous avons mis en place une mesure écologique qui est bien visible, mais derrière on ne mesure pas l'impact, parce que l'impact, le premier que l'on cible, c'est l'électorat. L'électorat qui va mettre un bulletin dans l'urne. Voilà. On ne mesure pas l'impact au niveau économique, on ne mesure pas l'impact au niveau sanitaire, on ne mesure pas l'impact au niveau écologique. J'ai plein d'exemples comme ça, Philippe, mais malheureusement, on va diverger par rapport à l'emploi. Mais le gouvernement, aujourd'hui, je ne peux que l'inviter, avant de prendre une décision, à bien mesurer l'impact, pas seulement électoral, mais l'impact au niveau économique, social, écologique. Ça, c'est important. Et si on avait cette intelligence, entre guillemets, de pouvoir mesurer les conséquences de décisions qui seront prises, je suis convaincu qu'on mettrait sur la table, à beaucoup plus tard, certaines décisions hasardeuses et dangereuses. Ouais. Alors, question à tous les deux en quelques secondes. Il nous reste plus beaucoup de temps. Emmanuel Lafont, comment vous voyez la suite? Comment vous voyez cette prochaine année, ces prochains mois? Il faut faire confiance aux entrepreneurs français. On est les champions du monde. On court avec des bottes en plomb et en plus, ils n'arrêtent pas de nous en rajouter des couches. Donc, ça ne nous empêche pas d'être bons. Donc, moi, j'ai confiance en nous, les mecs. On va y arriver. On va tout déchirer. Il faut juste qu'ils arrêtent d'être dans la posture au-dessus et qu'ils arrêtent surtout de nous prendre pour ce qu'on n'est pas, à savoir des jambons, quoi. Bon. Des jambons. En un mot ou en deux mots? En un mot, je pense. En un mot, je pense aussi. Luc-Éric Krief, pour finir. Oui, moi je suis entièrement d'accord également avec Emmanuel. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne se fâchera jamais avec Emmanuel là-dessus. On court avec des semelles de plomb, mais en plus de ça, dans les bouteilles d'oxygène, on nous a pas mis que de l'oxygène, on nous a mis également du protoxyde d'azote, parce qu'il faut qu'on soit heureux. Voyez, parce que le protoxyde d'azote nous fait un peu rire. Et globalement, quand on voit ce qui se passe au niveau des instances politiques, on a quand même aussi envie de pouffer de rire de temps en temps. Ouais. Bon, alors ça peut peut-être changer. Hein. Il y a une élection présidentielle dans 6 mois, Luc-Éric Krief. Ouais, alors je vais pas faire de paris. Je pense que les instituts de sondage nous disent beaucoup de choses. Ils peuvent se tromper. On verra bien. Je crois que moi, je serai très pragmatique. Ce que j'espère, c'est que quel que soit le président ou la présidente qui soit élu, qu'ils mesurent bien les conséquences de l'ensemble des décisions, qu'ils écoutent un petit peu plus les chefs d'entreprise, qu'ils regardent un peu plus ce qui se passe dans la France d'en bas et qu'on arrête de regarder d'en haut avec une vue panoramique de ce qu'est la France. Ouais. Merci à vous, Luc-Éric Krief, entrepreneur, porte-parole du syndicat Plastalliance. Merci à Emmanuel Lafont, fondateur du cabinet de recrutement et de conseil Sparterach. Merci à vous deux. Dans un instant, c'est le Loft Music.